Bonjour à tous, on va pouvoir démarrer. Je suis très heureux d'animer cette table ronde avec des intervenants d'exception. Nous avons donc Isabelle Sora, secrétaire générale du ministère des Armées, Stéphane Trenel, administrateur ministériel des données du ministère de l'économie, des finances et de la relance, Yves Bouéraud, adjoint au directeur central de la DSNJ, et enfin Claire Lecoq, directrice générale déléguée de l'EPITA Paris. On va parler de data au service des citoyens. Alors c'est un sujet qui est au cœur de notre société. C'est bon? On y va. Nous allons donc parler de data au service des citoyens, donc sujet qui est passionnant, qui existe depuis un certain nombre d'années en France. Pour rappel, l'open data est une politique publique qui date de février 2011 et qui a très largement fait son chemin avec des évolutions juridiques, des évolutions aussi dans les pratiques, à travers la loi pour une république numérique notamment, qui a institutionnalisé l'open data par défaut, avec l'utilisation des données sans barrière à l'entrée pour permettre de développer des nouveaux services, que ce soit pour l'administration ou même la société civile, dès lors qu'elle avait des projets pour donner un peu de perspective à ces données. Récemment, nous avons une circulaire du Premier ministre qui date du 24 avril dernier, issue d'un rapport du parlementaire Éric Bothorel, qui est venu rajouter une nouvelle ambition à cette politique publique, à travers notamment la création d'administrateurs ministériels des données. Donc, pour rappel, nous avons la chance d'en avoir un aujourd'hui, en la personne de Stéphane Trenel, et ces administrateurs ministériels des données sont en charge d'animer cette dynamique d'ouverture, mais aussi de circulation des données. On ne parle plus seulement d'open data, mais de circulation des données entre acteurs pour pouvoir développer de nouveaux services. Donc on est vraiment dans une logique de cycle de vie de la donnée qui va de l'ouverture au plus grand nombre jusqu'à la circulation en vue d'une meilleure exploitation. Pour pouvoir illustrer cette politique publique qui est pleine de promesses, nous aurons tout d'abord une intervention d'Isabelle Sora qui nous présentera la stratégie au sein du ministère des Armées qui ont mis en œuvre en matière de données. Stéphane, quant à lui, nous parlera de l'analogie de cette politique publique au sein du ministère de l'économie, des finances et de la relance. Yves Bouéraud nous donnera une petite illustration un petit peu concrète de l'utilisation des données au sein de la DSNJ. Et enfin, Claire Lecoq nous donnera son ressenti sur la manière dont les étudiants s'approprient ces données dans le cadre d'événements type hackathon. Elle nous en parlera davantage tout à l'heure. Pour démarrer, je vais d'abord commencer par Isabelle Sora. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler de la stratégie data qui est mise en place au sein du ministère des Armées, pour qu'on est très curieux, on aimerait en savoir un petit peu plus. Merci de me donner la parole. Alors, je dois vous présenter une stratégie. Ma façon de faire serait plutôt de vous donner des exemples parce que nous avons une très grande richesse dans le ministère des données. Mais ceci dit, on est rentré en interministériel dans une logique de donner une stratégie, une feuille de route ministérielle pour les données. On a défini donc des objectifs, on a des axes d'action que je vais vous présenter. Bon, je ne vais pas revenir sur la partie des données qui vise à nous donner une supériorité opérationnelle, parce que bon, moi je suis la secrétaire générale du ministère, donc j'ai une vision, je dirais, peut-être moins combattante que le chef d'état-major des armées que vous avez entendu tout à l'heure. Nous, on est plutôt sur les sujets de comment peut-on renforcer l'efficience des soutiens, faciliter le quotidien des personnels, et puis améliorer la relation que nous avons avec les citoyens et améliorer ainsi aussi l'attractivité du ministère. Parce qu'il nous semble que cette ouverture du ministère par la donnée a aussi des conséquences sur notre image et sur notre activité. Je peux peut-être aussi dire que nous avons une double particularité. Nous avons énormément de données que nous collectons de façon absolument permanente sur tous les champs d'opération d'ailleurs, comme sur nos sujets de personnel. Enfin, je pense que Yves Bouéraud, qui est à côté de moi, vous donnera des exemples sur ce qui se passe sur la jeunesse. Mais nous avons aussi plusieurs régimes de protection des données. Alors ceux, comme tout le monde, la GRDP, nous avons la protection des données de santé, mais en plus, nous avons quand même quelques sujets de données confidentielles, comme vous vous en doutez, y compris dans le secteur économique. Nous avons
à côté de cette double particularité du ministère des Armées, une double problématique. Vous avez ouvert en parlant de l'ouverture des données, et je compléterai en parlant de la circulation des données. Donc de la circulation des données au sein du ministère, tout simplement, parce que c'est un grand ministère. Nous sommes 270 000 avec je crois que c'est un millier de 2000 même systèmes d'information, avec des données qui doivent circuler entre systèmes d'information. Et puis, nous avons évidemment la circulation des données entre administrations. Et je pense qu'on échangera. Vous pourrez donner des exemples des données que nous échangeons avec le ministère des Finances. Et donc, là encore, dans ces échanges que nous avons entre administrations, il y a des données qui ne peuvent pas être rendues publiques, bien sûr, et puis des données pour lesquelles il y a tout intérêt, au contraire, à ce qu'elles soient rendues publiques. Donc, à partir de ces bases que je pose, nous avons évidemment des axes d'action. Je dirais que pour moi, le plus important, c'est vraiment cette capacité que nous allons avoir à ouvrir, partager la donnée. Vous mentionnez la 2011. Donc, moi, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la question en 2011 parce que j'avais la chance de travailler à l'époque à Matignon, et que donc Henri Verdier, qui est notre maître à tout sur le sujet, je crois que je peux le dire comme ça, on ne pouvait pas ne pas le croiser dans un couloir, ça qui nous explique que nous avions nécessairement quelque part des données super intéressantes et qu'il fallait les mettre à la disposition de tous. Mais on peut quand même me dire que 10 ans après, c'est rentré d'une certaine façon dans les mœurs, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais on avance, quoi. Par exemple, au ministère des Armées, quand j'y suis arrivée, j'ai créé un directeur de projet DLNUF. Alors la première fois qu'il faisait des réunions en expliquant qu'il était DLNUF, tout le monde se disait mais c'est qui ce gars? Qu'est-ce que c'est que le DLNUF? C'est ça. Donc c'est le dites-le nous une fois. Ça va mieux quand on le dit comme ça. Hein, merci. Voilà. Et donc on a créé ce dispositif, cette personne qui maintenant, chaque fois qu'il y a un nouveau système, se pose la question de savoir où sont les données et quelles sont les données qu'on peut aller chercher sur un système d'information pour injecter dans un nouveau système. Et c'est ce qu'on est en train de faire, par exemple, sur un nouveau système de gestion des logements. Ça bénéficie directement aux agents et aux citoyens. Absolument, voilà. Après, pour moi, le deuxième axe qui est tout aussi compliqué, c'est renforcer la culture de la donnée. Parce qu'en fait, chacun a des données, mais ne sait même pas, ne se rend pas compte de la richesse de ces données si on sait les utiliser, que ce soit en les partageant ou en la mettant à la disposition en les ouvrant. Parce qu'en fait, l'avantage de l'ouverture des données, c'est qu'on se met en concurrence avec le reste du monde, si j'ose dire, quand on est l'administration, et c'est à celui qui utilise le mieux nos données. Et puis, nous avons, parce que nous sommes un ministère très important et très gros, nous avons toujours des sujets de gouvernance interne, parce que je ne suis pas l'administratrice ministérielle des données, c'est Nicolas Fournier qui a cette mission-là et qui couvre l'ensemble du périmètre du ministère. Merci beaucoup. Afin de peut-être donner un petit peu de concret à tous ces propos, entre stratégie, entre échange de données entre administrations. J'aimerais peut-être avoir un retour d'expérience, pardonnez-moi, très concret. Je vais peut-être laisser la parole rapidement à Guillaume Vimon, qui est expert IA au labo BI et Big Data, à la DTPM. Est-ce que vous pourriez nous parler de quelques cas d'usage un peu concrets, opérationnels, pour donner de la visibilité à de ce qui est possible de faire autour de l'exploitation des données? Alors tout à fait. Donc, évidemment, que l'on soit donc un data analyst ou un data scientist, aujourd'hui donc l'open data est quelque chose d'essentiel dans nos métiers. Et je vais avoir deux casquettes aujourd'hui, celle du consommateur de l'open data et celui du contributeur. En tant que consommateur de l'open data, aujourd'hui l'open data en fait nous permet donc de venir enrichir des données que l'on a par exemple en interne au sein du ministère. Cet enrichissement permet de mieux valoriser donc tout le travail d'analyse qui est réalisé après par nos équipes et permettre surtout de mettre en perspective certaines données qui émanent de chez nous pour les mettre en regard en fait de politiques par exemple qui sont menées sur le plan national. L'open data permet, en dehors du fait d'enrichir nos données,
Elle permet donc de venir donc, compléter des analyses. Ça a été le cas par exemple lorsqu'on a réalisé un projet récemment donc, au profit de la DAR qui a pour vocation finalement d'analyser des politiques qui sont menées donc, dans les territoires. Et on a pu donc analyser une multitude de sources de données issues de l'open data qui ont été croisées donc, avec des données autour des effectifs du ministère des Armées pour par exemple évaluer si nous positionnons correctement certains de nos effectifs dans des zones où il y avait des politiques qui gravitaient autour par exemple de la notion de territoire d'industrie, autour des notions par exemple de petites villes de demain, pour voir si on était vraiment sur des zones très attractives et en lien avec les missions qui étaient portées par nos agents. Vrai outil d'aide à la décision alors. Alors tout à fait. Ensuite, je vais avoir ma deuxième casquette en tant que contributeur. Et on a la chance finalement, vu qu'on est consommateur, de savoir exactement quels sont les attendus lorsqu'on déverse en fait un jeu de données en open data. Parce que l'objectif in fine, ça reste la réutilisation, en dehors du fait de le partager tout simplement. Et là, il y a peu, donc, on a réalisé un projet qui s'appelle en fait le baromètre donc, de la loi de programmation militaire. Et ce jeu de données donc, est assez riche parce que finalement, il couvre les 4 grands axes en fait aujourd'hui qui sont couverts par le ministère des Armées. Et ce jeu de données, lorsqu'on l'a partagé, tout de suite, on a voulu donc le rendre réutilisable et on a pris en compte en fait un certain nombre de dimensions dans ce jeu de données, telles que des informations par exemple sur des coordonnées géographiques qui peuvent être utiles après in fine lorsqu'on souhaite par exemple projeter ces informations sur des cartes. Et on a bien pris en compte le fait d'ajouter des codes qui sont partagés après par un certain nombre de systèmes d'information au niveau national. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, là, on comprend bien que les données, elles sont aussi produites dans une perspective d'être réutilisées a posteriori, et qu'on pense dès la conception et de la création de la donnée aux usages qui pourront potentiellement être réalisés. Et on essaye de créer cette interopérabilité qui va permettre à d'autres acteurs de pouvoir se la réapproprier et pouvoir créer de la valeur. Tout à fait, parce que si on prend une donnée en tant que telle, de manière indépendante, finalement, elle a peu de valeur et ça va être la somme en fait de toutes ces données que l'on va associer qui donne en fait toute cette richesse. Merci beaucoup Guillaume pour ce retour d'expérience très, très concret. Je pense que c'est important de pouvoir associer justement la donnée à l'impact associé et à ce que ça permet concrètement de faire au sein des administrations, mais aussi au sein de la société civile. Maintenant qu'on a une visibilité un petit peu plus claire sur ce que le ministère des Armées met en œuvre en matière d'ouverture et de circulation des données, j'aimerais, Stéphane, en savoir davantage sur la stratégie qui est mise en œuvre au sein des ministères économiques et financiers. Quelle approche est retenue au sein de Bercy pour développer justement cette stratégie autour de la donnée ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'occasion de pouvoir expliquer effectivement la stratégie qui s'approche, qui est très proche de la stratégie qui a été mise en œuvre au sein du ministère des Armées et qui a été présentée par Isabelle Sera. Globalement, on a à peu près les mêmes constats, c'est-à-dire que évidemment la donnée n'a de valeur que si on l'utilise, que ce soit en interne mais également en open data et donc avec le grand public, les civic tech et toute cette communauté d'utilisateurs qui sont très en demande. Et donc on a travaillé une feuille de route de la donnée autour de 3 grands axes. Le premier, évidemment, ça rejoint ce que disait tout à l'heure Isabelle, c'est l'acculturation. On se rend compte qu'il faut énormément acculturer, que ce soit les agents publics mais également les utilisateurs de ces données. On a également un axe qui parle de l'architecture, où on va remettre de la gouvernance de la donnée, on va mettre aussi des objets techniques, parce que la donnée, ça fonctionne bien que si on arrive à avoir les contenants, c'est-à-dire les outils, les serveurs qui vont pouvoir permettre de les stocker, de les traiter, de les utiliser et de la diffuser. Et également, dernier axe, c'est tout ce qui relève de la valorisation. Et c'est à l'intérieur de la valorisation qu'on va retrouver, pourquoi pas des hackathons, pourquoi pas des données ouvertes, ou les données aussi qu'on partage avec les autres ministères ou les autres administrations. On partage au ministère des Finances énormément de données auprès des collectivités locales, par exemple. Et au travers de ces 3 axes, on a détecté en fait sur l'open data, qui est un peu l'idée d'aujourd'hui. On n'a pas attendu, évidemment. Enfin, on a un ministère qui produit énormément de données. On n'a pas attendu non plus toutes ces règles, toutes ces lois, toutes ces circulaires qui demandent à ouvrir plus de données. Le ministère a toujours été
plutôt volontaire, voilà. Et moi, de formation, je suis statisticien public, donc j'ai été de formation à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Et donc, il y a toujours eu à l'INSEE la volonté de diffuser au maximum. Et la punchline de l'INSEE, c'est mesurer pour comprendre. Et donc, il y a bien cette idée de diffuser au mieux pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe. Et donc sur l'open data, le ministère produit à peu près 450 jeux de données. Donc ça peut paraître beaucoup ou pas assez, je ne sais pas. Et donc on a besoin d'encourager cet écosystème. Nous, on est convaincus. Pourquoi on l'a fait, Donc on a une plateforme qui permet de rendre accessibles toutes ces données. On l'a fait parce qu'on a envie de créer de la confiance, on a envie de créer de la transparence en fait, sur les actes, sur la manière dont fonctionne l'État. On a envie aussi de créer de la connaissance. Ce que je disais tout à l'heure avec les statistiques publiques, par exemple, y compris accessibles aux chercheurs. On a envie aussi de faciliter l'évaluation de politiques publiques. Et enfin, on a envie, on l'a vu aussi au travers de la crise, par exemple, grâce à l'open data, on a envie aussi de créer de l'innovation. On nous dit que grâce à l'open data, en 2019, la Commission européenne évalue à 28 milliards d'euros. Donc, c'est pas non plus... mais ça représente une somme assez conséquente au niveau de l'Europe. Et on se dit qu'effectivement, il faut aider les innovateurs, je vais y arriver, les innovateurs à produire ces outils. Alors j'ai un petit clin d'œil effectivement pendant la crise. On a mis beaucoup sur le devant de la scène Guillaume Rosier qui a produit effectivement des outils très intéressants grâce à de l'open data. Et on voit qu'à partir du moment où il y a une administration qui sait produire de la donnée de qualité, on peut avoir des citoyens ou des petites entreprises qui peuvent produire des choses intéressantes ou des services pour le citoyen. Des Covid trackers, des Vitmados qui effectivement ont fait partie de l'actualité et qui ont démontré tout l'intérêt d'une mise à disposition des données en open data. Merci Stéphane. Est-ce que tu as concrètement quelques exemples à nous donner en matière de données qui ont un fort impact ou en tout cas qui ont fait l'objet de réutilisation particulière ? Alors j'en ai deux en tête. Le premier, alors on aime bien dans l'administration les acronymes, donc c'est DVF. Alors c'est pas DLNUF, mais cette fois-ci c'est DVF. Donc c'est pour les demandes de valeur foncière. En fait, on aurait dû appeler ça. Je ne sais pas qui choisit les noms. Alors il faudra peut-être le ou la punir. Mais ça fait, en fait, globalement, pour appeler ça, que c'est la base des ventes immobilières. Et donc, globalement, on retrouve dans cette base de données l'ensemble des ventes qui a pu avoir lieu sur le territoire national sur les 5 dernières années. Ça permet quoi ? Ça permet vraiment une transparence du marché immobilier parce que quand vous voulez acheter, en fait, vous ne savez pas trop quel est le coût. Alors, vous pouvez chercher dans les petites annonces les prix, mais finalement, vous ne savez pas vraiment le vrai coût, le vrai coût d'achat des biens. Et donc là, on rend accessible cette information et qui permet en fait d'avoir d'objectiver finalement quel est le vrai coût des ventes. Un autre exemple peut-être, c'est alors pareil, l'acronyme c'est DECP, c'est des données essentielles de la commande publique. Bon, pareil, je pense qu'il faudra aussi le ou la punir. Globalement, il faut comprendre que c'est la base des données des marchés de l'État. Et donc c'est extrêmement intéressant parce que les entreprises qui candidatent à des marchés publics, certaines ont la chance d'être retenues, d'autres évidemment perdent l'appel d'offres. Et ça permet en fait d'avoir une information justement quels sont les marchés qui ont été notifiés et de connaître le montant estimé, mais également la durée du marché. Ce qui permet à des entreprises qui veulent se positionner plus tard de pouvoir aussi anticiper les renouvellements de marché, parce que bon, on sait bien que dans l'administration, c'est quelque chose qui est quand même assez cyclique, donc on rachète. Voilà, deux exemples qui fait qu'aujourd'hui, on a créé des outils qui permettent vraiment de rendre accessible. Puis peut-être tout le dernier, qui est quand même un élément de contexte qui parle quand même aussi à tout le monde, c'est assez récent, c'est un engagement présidentiel, c'est de rendre accessible l'ensemble des données du plan de relance. Aujourd'hui, on injecte 100 milliards d'euros d'aide auprès des entreprises pour financer des projets. Et grâce aux données que rend accessible le ministère, on peut voir, je caricature un peu, mais on peut voir près de chez soi quelles sont les entreprises qui ont été retenues et de comprendre où va ces fameux 100 milliards d'euros. Merci. Du coup, on est dans le quotidien des Français quand on parle de ces données. C'est vrai que ça touche quand même énormément de monde. Avant de passer la parole à Yves Boireau, est-ce que tu aurais peut-être quelques enseignements à partager pour d'autres administrations qui souhaiteraient s'inscrire dans cette démarche, des erreurs à ne pas commettre ou des bonnes pratiques ? Alors moi, j'en vois 3. En fait, il y a trois points importants pour que l'open data fonctionne, mais également la donnée. Ça se transpose totalement dans notre propre utilisation des données au sein de l'administration. Le premier, c'est qu'il faut arriver à structurer la communauté des utilisateurs des données. Aujourd'hui, on voit qu'entre
ce que disait tout à l'heure Guillaume, entre finalement celui qui va produire la donnée et celui qui va la consommer, il y a naturellement un espace assez important. Et donc, c'est des personnes qui ne se parlent en général pas ou très très peu. Et le fait qu'ils soient éloignés ne favorise pas en fait les bons usages. Et donc ça, c'est important d'arriver à structurer. Le deuxième, c'est d'arriver à maîtriser l'ensemble du processus de production de ces données. On a besoin de les documenter, on a besoin de gérer la qualité tout au bout de la chaîne de production. Et donc ça, c'est des éléments importants. Et le troisième point qui me paraît essentiel, c'est utilisons nous-mêmes les données que nous produisons. Ça, c'est extrêmement important. On comprendra également la qualité de nos données en faisant nos propres usages dessus. Et il y a une espèce de cercle vertueux en fait, à l'usage des données. Merci beaucoup Stéphane pour ces enseignements précieux. Je vais maintenant donner la parole à Yves Ouéraud, qui est donc l'adjoint directeur de la DSNJ. Quelles sont les données que vous produisez au sein de la DSNJ ? Alors bonjour à tous. Les données que nous produisons, que nous exploitons à la DSNJ sont en premier lieu les données qui sont issues, les données à caractère personnel, qui sont issues du recensement qu'assure l'ensemble des mairies de France vis-à-vis des jeunes de 16 ans. Donc tous les ans, les jeunes de 16 ans sont recensés. Et ce sont ces données de recensement qui sont adressées à la DSNJ et que nous fiabilisons, que nous mettons à jour, et surtout que nous enrichissons dans le cadre des journées de défense et citoyenneté, que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais tout le monde est trop jeune ici, je pense, pour avoir des enfants en âge de faire la JDC. Mais si vous aviez l'âge que j'ai, vous auriez vécu la chose. Donc la JDC, petit événement dans la vie de nos jeunes, qui, dans le cadre de cette JDC, qui nous permet de produire de la donnée. En l'occurrence, nous faisons des tests de difficultés de lecture, nous identifions l'ensemble des jeunes en situation de décrochage, nous identifions également ceux qui pourraient être, le cas échéant, intéressés par les armées. Bref, dans le cadre de cette JDC que les jeunes effectuent autour de 17 ans et demi, nous produisons un certain nombre de données qui sont ensuite, on pourra y revenir, partagées. Donc pour mémoire, la JDC est un prérequis pour que les jeunes puissent se présenter, puissent d'abord accéder à l'emploi public, et se présenter également au permis de conduire. Donc c'est un prérequis et c'est donc évidemment un moment où toute une génération, puisque finalement nous disposons, je crois, sous le contrôle de Josiane Mazot, de près de 10 millions de données qui couvrent à 2 ou 3% près la totalité des classes d'âge de 17 à 25 ans. Donc ça, ce sont les données vivantes dont nous disposons à tout instant. C'est un événement de vie effectivement qui est partagé par l'ensemble des Français dans le cadre de leur apprentissage, qui permet de collecter un certain nombre de données précieuses. En quoi ces données permettent de simplifier la vie des administrations ? Alors ces données, c'est un petit peu l'ADN de la direction depuis la fin de la conscription. Elles sont partagées, elles sont ouvertes et partagées avec tout un ensemble d'acteurs étatiques, associatifs, qui ont à en connaître. Donc je pourrais donner quelques illustrations un petit peu significatives, notamment dans le champ socio-éducatif, qui est un petit peu notre terrain de jeu principal, le centre de gravité de nos actions hors armée. Nous permettons par exemple au ministère de l'Éducation nationale de cartographier l'ensemble des jeunes en difficulté de lecture. La carte des jeunes en difficulté de lecture, elle procède de ces données que nous adressons, enfin automatiquement bien sûr, à l'ADEP du ministère de l'Éducation nationale. On adresse également à la DARES, la direction statistique du ministère du Travail, l'ensemble des données personnelles relatives aux jeunes en situation de décrochage que nous identifions au JDC. Grâce à ces données, la DARES peut mettre en place son dispositif Trajan, sa trajectoire de suivi des jeunes en situation de décrochage. Elle peut également, grâce à ces données, justifier auprès de la Commission européenne le financement de la garantie jeune. On adresse également, toujours dans le champ socio-éducatif, aux missions locales, des données nominatives des jeunes en situation de décrochage, données grâce auxquelles les missions locales peuvent avoir une vision exhaustive des données des décrocheurs en France. On a un autre sujet intéressant, je crois, d'autant plus que monsieur venait de parler de l'INSEE. En matière électorale, la DSNJ transmet les données nécessaires à l'inscription d'office des jeunes de 18 ans sur les listes électorales.
Ces données sont traitées, enregistrées par l'INSEE et intégrées donc au répertoire électoral unique, à partir duquel les mairies établissent elles-mêmes leur liste d'électeurs. Alors c'est intéressant parce que vous avez noté au début de mes propos que les mairies sont à l'initiative, génèrent cette donnée au tout début, et on voit là qu'elles sont, vertueux, là. voilà, qu'elles sont finalement utilisateurs final de cette donnée sous l'angle électoral. Donc c'est assez. Et puis dans le champ culturel, on a un sujet d'actualité avec le ministère de la Culture qui est intéressé par les coordonnées des jeunes de plus de 18 ans pour pouvoir auprès d'eux promouvoir le pass culture et les informer des modalités d'inscription à cette offre. Alors, impressionnant, effectivement, on voit bien que cette donnée est extrêmement intéressante pour bon nombre d'administrations, notamment les services statistiques ministériels, mais pas que, dans le cadre de la mise en œuvre de leur mission de service public. Et côté usager, comment vos données, les données de l'administration permettent de simplifier leur vie au quotidien? Oui, c'est évidemment une préoccupation majeure pour nous. Alors il y a eu, c'est vrai, cette année, un coup d'accélérateur sur ce sujet-là, avec l'annonce du Premier ministre lors du comité interministériel de la transformation publique de février dernier, je crois, de la mise en place d'une API service national. Donc API service national qui va permettre à l'ensemble des administrations qui ont à en connaître, donc en fait les administrations qui constituent les dossiers d'inscription des jeunes, qui au baccalauréat, qui au permis de conduire, qui va leur permettre d'accéder directement à l'information selon laquelle le jeune est ou pas en règle avec les obligations du service national. En clair, a ou pas fait sa JDC. Il n'aura plus à transmettre cette information et Voilà. l'administration mettre en œuvre ce qu'on appelle le DELNUF. Alors voilà, on est en plein dans le DLNUF. Alors là, pour le coup, on va passer du dites-le nous 15 fois à dites-le nous une fois, parce que le jeune devait présenter son certificat de participation à la JDC à chaque fois qu'il passait un concours, avec toutes les autorités en charge de l'organisation du concours, au moment du permis de conduire, etc. Là, c'est fini. Il est totalement dispensé de la présentation de ce formulaire, de ce papier, ou de télécharger ce document, qui va être à la charge des administrations. Alors encore faut-il, encore faut-il que les administrations, ça c'est important, que les administrations responsables de ces dossiers d'inscription se raccordent, c'est-à-dire assurent les développements techniques nécessaires pour se raccorder à cette API. Alors c'est en cours côté éducation nationale. J'espère que la DINUM nous aidera à ce que ça aille un peu plus vite du côté de la DSR et du ministère de l'Intérieur. Avec grand plaisir. Et effectivement, on se rend bien compte que ce n'est pas parce que la donnée existe et qu'elle a un potentiel d'exploitation élevé qu'elle est naturellement exploitée par les autres administrations dans le cadre de leur mission de service public. Merci beaucoup pour ce témoignage précieux. Je vais maintenant passer la parole à Claire Lecoq, directrice adjointe déléguée à l'EPITA Paris. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ce qu'est l'EPITA Paris? Bonjour. Alors, l'EPITA, c'est un acronyme, mais on a mis plein de voyelles, donc c'est prononçable. Voilà. L'EPITA, c'est une grande école d'ingénieurs, et on aime bien dire, on a une baseline qui dit, on a trouvé la traduction de Computer Science, c'est EPITA. Ça dit bien qu'on forme des ingénieurs à un très très haut niveau scientifique et technique. Pour moi, et je viens du monde des écoles d'ingénieurs du numérique, c'est la seule école en France qui permet d'associer des fondamentaux scientifiques de très haut niveau et une pratique permanente. Il y a des étudiants épitéens dans la salle. On les fait travailler à longueur de journée sur les ordinateurs et avec des chaînes d'outils qui sont les standards du marché. Donc ils sortent avec une pratique de très haut niveau. Donc c'est des makers, c'est à la fois des ingénieurs scientifiques et c'est des makers. Et c'est de là que vient l'EPITA. L'EPITA, c'était, avant d'être une très grande école d'ingénieurs, c'était une école de hackers, c'était une école un peu impertinente. Et on a voulu transformer l'école en gardant ça, avec une conviction de la vertu de l'intelligence collective aussi. On est une école qui contribue fortement au logiciel libre. On a des enseignants-chercheurs qui sont reconnus dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, dès qu'on fait quelque chose, on le rend public. Alors, en écoutant mes voisins, mais si je fais une base de locaux, je l'ouvre. Alors évidemment, mes étudiants s'en saisissent et me font une appli qui visualise, qui me fait la cartographie des locaux. Et si on fait une application de planification, les emplois du temps, on a les API. Alors évidemment, ils commencent effectivement à créer plein d'applis pour les utiliser de leur smartphone, mais il y en a qui ont l'idée de connecter l'appli des bases de locaux, de la visu, à l'appli de la planification, et ils disent mon cours de
data science, où est-il, et on les conduit. Donc on voit bien comment, en ouvrant les données, d'ailleurs ils me les corrigent aussi, et ils me disent non mais cette salle, elle s'appelle plus comme ça, donc c'est vraiment du intéressant. crowdsourcing. C'est ça. En ouvrant les données, ils créent des applications, ils inventent de nouvelles applications, et ils sont effectivement, ça fait vraiment partie de l'ADN de l'EPITA. L'EPITA a fait une transformation qui est importante dans ses statuts dans le courant de l'été, c'est qu'on est devenu aussi une société à mission. Ça veut dire qu'on se dote d'une raison d'être et qu'on prend des engagements vis-à-vis de toutes les parties prenantes internes et externes à l'école. Et au-delà de notre mission, former des ingénieurs de premier niveau scientifique, technique dans le monde du numérique, on a ajouté une partie qui nous paraît particulièrement importante, c'est qui invente la société de demain au service de l'humanité et de la planète. Donc, belle ambition. On s'approprie pleinement les enjeux effectivement, de développement durable, de citoyenneté, de responsabilité de l'ingénieur dans nos formations aussi. Et c'est notamment pour ça qu'on était ravis de participer au hackathon Data Hack. Alors, vous parlez du hackathon Data Hack, c'est une merveilleuse transition. On interroge beaucoup justement ces hackathons, alors donc des événements qui rassemblent des développeurs pendant 24-48 heures. On leur met à disposition des données et on leur donne la possibilité de pouvoir justement développer des nouveaux services basés sur ces données. Vous en avez d'ailleurs organisé un récemment avec le ministère des Armées. Est-ce que vous pourriez nous donner votre retour sur un hackathon qui a du sens? Parce qu'on a beaucoup reproché aussi au hackathon d'être pas forcément à fort impact et d'être un peu sur une journée un moyen de faire travailler des étudiants, mais sans forcément avoir des retours très concrets. Est-ce que vous pourriez nous partager votre retour sur un hackathon qui a du sens? Alors, un hackathon qui a du sens, c'est d'abord un hackathon qui s'inscrit pleinement dans un parcours de formation. Donc, on est, toutes les écoles d'ingénieurs d'ailleurs, et d'autres acteurs de la formation, sont fortement impactés, réfléchissent sur leur système de formation avec les démarches compétences. Donc, il y a une façon assez valide et simple de répondre à la question, c'est est-ce que effectivement les compétences qui sont mobilisées dans ce hackathon sont des compétences visées par les diplômes auxquels on forme. Donc ça, c'est la première question. Et une fois qu'on répond positivement à cette question, j'allais dire, typiquement dans le cas de mise à disposition de données, c'est un formidable booster, parce que nous, on forme à la théorie. On va prendre le cas de la data science ou de la cybersécurité. Tant qu'on n'a pas des vrais jeux de données massifs, c'est compliqué de se dire que nos modèles sont valables. Et donc, ça les confronte à une réalité pleine, entière, et ils peuvent effectivement valider leur modèle. Et c'est vraiment très pertinent, c'est des cas concrets. Ils se rendent compte que ce qu'on leur apprend a une utilité directe, qu'ils savent le faire, ça leur donne confiance aussi. Après, il y a une certaine... on parlait de confiance du citoyen, il y a une certaine... il faut restaurer la confiance des jeunes envers notre société adulte. Je le fais un peu exprès de tracer cette frontière. Ils ont une certaine défiance parce que c'est vrai qu'on a utilisé les hackathons à tort et à travers, et un certain nombre d'organismes privés ont utilisé ces dispositifs, et ils ont eu le sentiment, parfois avéré, que les entreprises venaient chercher des idées, les prenaient, les réutilisaient, et que effectivement il n'y avait pas de juste retour. Donc il faut que un hackathon, c'est un événement festif. Pour moi, on mouille le maillot. Il faut qu'il y ait une petite remise des prix. Ça, c'est sympa. Ça fait partie du dispositif. La vraie question, c'est les bonnes idées. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait collectivement? Est-ce que nous, écoles et acteurs gouvernementaux, acteurs industriels, etc., on est capable de proposer des espaces-temps où ils vont maturer, donc des dispositifs de maturation, des dispositifs d'entrepreneuriat, pour que les bonnes idées qui sont là, qui sont valides, est-ce qu'on est capable de les accompagner et à la fin de compter le nombre de startups qui ont été créées à partir de startups ou d'initiatives ou de stages ou d'emplois
Mais il faut qu'il y ait une concrétisation, parce L'impact. que ces idées sont L'impact. magnifiques et c'est dommage, l'immense majorité on les perd. Isabelle, vous voulez intervenir? Oui, enfin on les perd pas toujours. Oui, l'immense majorité. Heureusement. Voilà, c'est ça. En fait, nous avons fait ensemble le hackathon sur les données d'énergie du ministère, dont le titre était Data Hack. C'est-à-dire, nous, on voulait vérifier jusqu'à quel point, si je dis avec mes mots, nos données étaient attaquables. Bon. Et donc, il faut quand même que vous sachiez qu'après ces journées de hackathon, il y a une très belle note qui a repris toutes les fragilités que vos étudiants nous ont permis de mettre en évidence. Et nous avons ensuite demandé à ceux qui créent ces données-là de créer les moyens de protéger nos données. Donc là, il y a eu... Alors nous, on ne cherchait pas sur cet hackathon-là à générer des projets avec des startups, etc. On était plutôt sur quelque chose qui était de l'ordre de la cybersécurité. Donc ça, j'avais trouvé que c'était vraiment intéressant de pouvoir... C'est aux jeunes qu'il faut le dire. Oui, enfin je me tourne vers vous parce que vous êtes à côté de moi. Et en plus, est-ce qu'on peut dire toutes les deux qu'on ne voit pas la salle quand même, hein, mais Si, mais je les ai repérés. Ah, vous les avez repérés. Oui, ouais. Vous avez de la chance derrière le masque et tout, c'est bien. Mais ce qui Voilà. est très intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'indépendamment de servir l'intérêt des personnes qui y participent pour réutiliser les données, c'est aussi une sorte de cercle vertueux vis-à-vis du métier qui met à disposition la donnée dans le cadre de cet événement et qui va du coup pouvoir bénéficier de feedback tout simplement et d'avoir une visibilité peut-être accrue sur les exploitations qui peuvent être faites autour de leurs données. C'est ça qui est intéressant aussi. Et vous savez, le sens de ce qu'ils produisent est particulièrement important pour cette génération. Donc, ne serait-ce que de revenir vers eux en leur disant, voilà, on a fait ça, c'est extrêmement important. Passionnant. Alors, on a aussi, peut-être pour terminer sur ces sujets de hackathon, il y a eu des hackathons à un moment donné qui mettaient des dotations financières en jeu. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne pratique ou pas? Je ne crois pas que ce soit la question, en fait. Je crois vraiment que c'est pas... c'est ludique. Quand je dis il faut des récompenses, on leur donne un smartphone, enfin, bref. Ce qu'il faut, c'est qu'on leur donne les moyens de... soit qu'on leur démontre qu'on a effectivement réutilisé leur travail, que ça a servi une société, soit qu'on leur donne les moyens, les accompagnements nécessaires, les dispositifs pour les... ce qu'ils ne savent pas faire, les ingénieurs, c'est faire des business plans. Voilà. Et il faut qu'on ait des dispositifs très sérieux d'incubation, de maturation d'idées, au-delà de la start-up. Mais... Je me faisais l'avocat du diable, mais c'est vrai que je partage totalement ce retour. Et effectivement, c'est la suite qui est intéressante. C'est pas tellement le jour J, c'est tout ce qui arrive derrière et ce qu'on va pouvoir en faire. C'est construire une relation aussi de manière durable. Et c'est effectivement une des vraies valeurs ajoutées de ces hackathons. Merci beaucoup Claire pour ce retour d'expérience et pour la présentation de l'EPITA. J'aimerais donner la parole à une étudiante qui a eu la chance de participer à cet événement, Léane Duchet. Est-ce que vous pourriez nous partager un retour d'expérience très concret sur lequel vous avez pu travailler dans le cadre de cette initiative? Oui, bonjour. Donc, le hackathon, en fait, il nous a permis de réfléchir à des sujets qui étaient très originaux. Mon équipe, par exemple, avait choisi un sujet qui consistait à analyser des signaux extraits d'un clavier d'un PC d'un agent du Minarme afin de réussir à reconstruire les identifiants de ce PC. Et en fait, je tenais déjà à remercier le ministère des Armées de nous avoir permis d'utiliser ces données parce que ce sont des données qui sont difficiles à avoir et ça nous a permis en fait d'avoir une nouvelle vision de ce qui était faisable avec des données, avec un thème appliqué en fait à la cybersécurité. Et donc du coup en fait pouvoir utiliser des données pour hacker des identifiants, c'est vraiment une nouvelle perspective sur ce qui est possible de faire avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'au sein d'EPITA, pour les élèves, le hackathon il a permis déjà une collaboration entre différentes majeures, donc la majeure cybersécurité et la majeure d'intelligence artificielle, qui sont des majeures qui en fait ne collaborent pas vraiment dans d'autres projets.
Et aussi le fait d'avoir des mentors disponibles tout au long du hackathon, ça nous a permis vraiment d'apprendre beaucoup. Donc je pense que l'expérience pour tous les élèves qui ont pu participer a été très enrichissante. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, vous nous parlez de transversalité entre les administrations qui produisent les données et les étudiants qui les exploitent, mais aussi entre étudiants, participants, ce qui est aussi extrêmement intéressant, hein, c'est de montrer que ce genre d'événement peut permettre de créer des synergies au sein même d'un établissement. Merci pour ce retour d'expérience. Il nous reste quelques petites minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions peut-être dans la salle sur l'ensemble des sujets qu'on a été amenés à traiter collectivement. Ou si ce n'est pas le cas, je laisserai peut-être... Pas de main levée, pas de questions. Tout est clair, comme de l'eau de roche. Avant de nous quitter, je vais peut-être laisser... Oui, pardon, Stéphane. Oui, juste peut-être une remarque, enfin une observation. Moi, j'adore les hackathons. Je trouve que c'est un endroit... Et il y a un côté très sprint. Mais j'aime bien aussi, je suis un peu coureur de fond, on va dire. Et j'aime bien aussi quelque chose de plus long ou plus lent. Et c'est vrai qu'il y a un modèle qui m'a particulièrement intéressé, qui avait été fait aussi au ministère des Armées, donc, où l'innovation est vraiment au cœur des travaux, c'est de développer l'apprentissage. Et ça, je trouve que c'est d'arriver à construire le lien générationnel avec des agents publics, mais également avec des étudiants qui sont là avec nous pendant 1 an, parfois 2 ans. Je trouve que c'est aussi un très beau modèle, donc je tenais aussi à souligner cet aspect qui est aussi, je trouve, très utile dans le modèle qu'on a aussi volé aux armées, donc, et qu'on fait aussi à Bercy. Merci. Alors, je précise qu'en plus, nous espérons toujours que nos apprentis restent. C'est-à-dire qu'ils viennent effectivement pour faire leurs études, mais notre souhait, c'est de pouvoir les garder avec nous. Je peux peut-être terminer par une petite page de pub pour dire que nous allons faire un deuxième hackathon en 2022. Donc je ne suis pas certaine d'avoir le calendrier en tête ou de même pouvoir vous donner le thème, mais ne doutez pas, je le dis donc aux étudiants qui sont dans la salle, que nous reviendrons vers vous pour vous proposer de nouveaux jeux de données en 2022. Avec plaisir. C'est un grand teasing. Merci beaucoup à toutes et tous et à très bientôt pour parler data. Merci.